Chers amis, ça va être plus simple que les déclarations protocolaires aussi, mais évidemment, je me joins à l'ensemble des déclarations protocolaires. Chers amis, à la fois organisateurs, à la fois éminentes personnalités et publics, intervenantes, intervenants, je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de la 14e édition du Festival de l'Histoire de l'Art. C'est un événement, Jean-François Hébert vient de le dire, qui nous tient particulièrement à cœur à l'Institut national d'histoire de l'art. C'est un événement qui nous permet une collaboration resserrée, dont l'aboutissement est ce festival chaque année, mais en réalité c'est une collaboration qui se joue tout au long de l'année avec le château de Fontainebleau, avec ses présidents successifs, Jean-François Hébert puis Marie-Christine Labourdette, et qui se fait avec une grande efficacité, une grande amitié, et c'est pour moi aussi l'occasion de les en remercier, avec les services du ministère de la Culture également. Comme cela a été dit, la raison pour laquelle ce festival nous tient particulièrement à cœur, c'est parce que il n'y a pas de recherche scientifique sans un rapport étroit avec la société. Nous sommes dans une époque où les libertés académiques sont menacées, évidemment de façon très claire de l'autre côté de l'Atlantique. Je peux me permettre de le dire parce que je suis binational, donc je ne suis pas en train de critiquer un pays avec lequel je n'aurais rien à faire. Mais aussi de ce côté-ci de l'Atlantique, on sent bien qu'il y a une tentation très forte de considérer que la pensée critique, ce qui est au fondement de l'esprit des Lumières qui fonde nos démocraties, serait inutile, élitiste et devrait être remise en cause. Et que nous croyons exactement l'inverse, c'est-à-dire que cette liberté académique est fondamentale, cette liberté des chercheurs et des chercheuses, elle est fondamentale, mais qu'elle ne se justifie pleinement que parce que précisément, elle peut irriguer le corps social. Et le Festival de l'Histoire de l'Art est une des occasions, et la principale occasion, qui permet de mettre en rapport la recherche menée par les historiennes et les historiens de l'art, un peu partout en France et internationalement, et l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et de faire circuler ces questions. C'est pour ça que le thème est toujours choisi de manière précise par le comité scientifique du festival qui est présidé par Laurence Bertrand d'Orléac avec brio, avec la participation, je dois le dire parce que ça n'apparaît pas partout explicitement, c'est sur le programme, mais peut-être que vous n'en avez pas conscience, les principaux directeurs et directrices ou présidents et présidentes des principaux musées sur l'ensemble du territoire national sont présents dans ce comité, y interviennent de façon importante les principaux représentants des départements d'histoire de l'art, également des universités et puis des chercheurs indépendants, des artistes également participent à la réflexion et choisissent chaque année un thème. Et ce thème, il est toujours choisi avec l'idée que c'est un thème d'actualité qui pose aux historiennes et aux historiens de l'art un certain nombre de questions, mais qui aussi nécessite pour l'ensemble de la société que le regard de ces historiennes et ces historiens de l'art puisse venir poser des questions et des réponses, dans un certain nombre de cas, à l'ensemble des publics. C'est éminemment et évidemment le cas du vrai et du faux, qu'on a déjà largement évoqué, donc je ne vais pas y revenir plus avant. Je pense que ça va de soi aujourd'hui de comprendre pourquoi c'est un thème important. Ce qui va peut-être moins de soi, c'est la manière dont il est fondamental pour enrichir, pour complexifier, pour nous rendre autonomes dans notre rapport aux images et au patrimoine qui nous entoure, où ces frontières sont de plus en plus brouillées, mais où en gros les deux tentations peuvent exister, celle de dire qu'il n'y a plus de différence entre le vrai et le faux, et d'être dans un état en permanence de confusion, ou au contraire, que l'on pourrait avoir une fois pour toutes, sans avoir à réfléchir, des bornes qui diraient qu'il y a une vraie identité, une fausse identité, que le patrimoine est une chose qu'on pourrait déterminer une fois pour toutes, et en exclure une partie en disant ça n'est pas du vrai patrimoine. Évidemment, toutes ces questions sont des questions beaucoup plus complexes que cela. Et tout le pari de ce festival, c'est de rendre accessible
ces questions complexes pour que chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous, puisse s'en saisir, à la fois y trouver des occasions de plaisir, parce que c'est extrêmement important, des occasions d'émotion, des occasions d'enrichissement émotionnel et spirituel, mais aussi des occasions de réflexion, des occasions qui permettent d'être des citoyens et des citoyennes plus autonomes. Comme vous le savez, il n'y a pas a priori de rapport entre le thème et le pays invité chaque année. Et c'est de façon complètement indépendante que l'Autriche a été invitée. Il nous a semblé important que dans notre tour du monde de l'histoire de l'art, ce pays qui avait jusqu'à présent, au bout de 14 ans, été non pas laissé de côté, mais pas invité en tant que tel, parce qu'en réalité, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de festival de l'histoire de l'art qui n'ait pas à un endroit ou à un autre traité de l'Autriche, étant donné l'importance de ce pays pour l'histoire de l'art en Europe, et à la fois par les objets et le patrimoine produit, mais aussi par l'histoire de l'art qui s'est faite en Autriche. Nous sommes tous les héritiers des historiens de l'art qui se sont réunis à Vienne à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui ont légué des institutions qui sont extrêmement importantes et dont nous sommes heureux de pouvoir accueillir ici quelques-uns des directrices et des directeurs. Mais tous ces éléments-là, il manquait, de notre point de vue, le fait de les réunir en une invitation en bonne et due forme. Et nous sommes particulièrement heureux que l'Autriche ait accepté notre invitation et ait pu travailler avec enthousiasme avec nos équipes et en particulier avec l'équipe scientifique du festival qui se trouve au sein de l'Institut national d'histoire de l'art et de la directrice scientifique du festival, Verle Tillmans, dont c'est aussi la dernière édition. Je voudrais la remercier au nom de tous et de toutes pour le travail remarquable qu'elle a accompli au cours de ces, je crois, 6 années. En tant que directrice du festival, un journal saluait le travail d'ouverture et d'équilibre qu'elle a mené pendant ces années, et je voudrais lui dire à mon tour, au nom de vous toutes et de vous tous, à quel point nous sommes reconnaissants du travail qui a été fait et dont vous allez pouvoir bénéficier ici de façon, je crois, tout à fait remarquable. Une des traditions que nous avons trouvées en arrivant, Verle et moi, à l'INHA et pour s'occuper du festival et qui nous a semblé être extrêmement importante, c'est cette tradition de l'ouverture du festival par un ou une artiste. Et nous n'y avons jamais dérogé. Et je veux le dire de façon très forte. Je l'ai déjà dit, pardon de me répéter pour certains, mais ça me semble important de le redire. Les premières historiennes et historiens de l'art, ce sont les artistes. C'est le travail des artistes qui est la première histoire de l'art en acte, celle qui permet de regarder un passé plus ou moins lointain, et de proposer à partir de là quelque chose de complètement nouveau ou de partiellement nouveau, mais en fait dans le partiellement nouveau il y a déjà du complètement nouveau. Et c'est d'une certaine façon, dans un second temps seulement, que les historiens et les historiennes de l'art professionnels, les professionnels de la profession, s'emparent à leur tour de ces objets, de ces réalisations des artistes. Ils n'en sont que les parasites ou les passeurs, et ensuite permettent de mieux les comprendre. Mais je veux vraiment dire que l'essentiel de tout ce à quoi nous avons affaire, ce à quoi nous croyons comme étant important, c'est le travail des artistes. Et donc, que le festival soit lancé après des discours un peu officiels et casse-pieds par des artistes, c'est vraiment très essentiel pour nous. Et quand nous avons décidé d'inviter l'Autriche, je dois dire que personnellement, j'ai immédiatement pensé que Markus Fienwald pouvait être l'invité parfait pour cette édition du festival, à la fois parce qu'il se trouve qu'il est autrichien, peut-être que ça a de l'importance dans son travail, je le laisserai nous le dire,
mais aussi parce que cette question du vrai et du faux est directement, indirectement, il nous le dira aussi mieux que je ne saurais le dire ici, au cœur de son travail. Ça fait maintenant, je pense que internationalement, on voit son travail de façon importante depuis une vingtaine d'années dans des grandes expositions. En tant que représentant de l'Autriche à la Biennale de Venise, il y a maintenant 15 ans déjà, que cette réflexion sur les hybridations entre des objets de nature diverse, mobilier, corps, images anciennes, images reprises, ce travail de restauration, transformation qui est porté sur des objets déjà existants, cette invention de nouveaux objets nous interrogent, nous ravissent, en tout cas me ravissent, et que le discours, la pensée qui nourrit ces créations est également d'une très grande richesse. Je suis heureux que nous puissions en bénéficier parce qu'il a accepté de prononcer ce discours d'inauguration. Je ne vais pas faire ici sa biographie, mais juste dire, en notre nom à tous, notre plaisir à l'accueillir. Il a choisi comme titre pour sa conférence « Confession, pourquoi je suis historien et non pas peintre ». Je l'en remercie et je vous passe la parole, Marcus, tout de suite. I don't understand French, but I can pretend very well. So me nodding didn't mean that I really got what you said, and I hope you didn't spoil too much. Thank you very much for inviting me and trusting me with this this very prominent spot. It's a big honor, and I really appreciate that. I understood a little bit that you announced the title of my talk already, so don't have to do that. And this title serves a kind of a double purpose. First of all, it's a hint to my Pater friends at the Academy where I teach, who clarified from the very moment I stepped in that I'm not truly one of them. And a provocation to my other colleagues, the historians, who probably did not expect that me to position myself among their discourse. But don't anticipate a true confession. I will more likely end up sounding a bit preachy at the end. For today's talk, I want to zoom in on a series of paintings I'm working on for the past couple of years. I want to walk you quickly through the technical process and the specific compositional construction and why I've chosen to focus on this particular work today. Just to provide some context, my career began actually with considerations vastly different from what I want to discuss today. My background is neither in painting nor in history, but in tailoring and cultural science. And my early work was very much occupied along these lines. Even though I did not make it, I probably anticipated too early algorithms that translate me. I did read a lot of French, and this part was very influenced by Merleau-Ponty's work. For many years, I've explored the complexities of inhabiting and perceiving a body. I started experimenting with clothes in the late 1990s and created works such as this piece. It's called in German Jubelhemd, so the English translation sounds a bit sloppy already, Jubilee shirt. It's actually an ordinary white man's shirt
where I turned the sleeves upside down. So it was sewn in a way that forced the wearer to raise their arms, a gesture that both represents celebration and capitulation. For a few years, I literally built and painted apparatuses. And also used kind of prosthetics as architectural concepts. And I also curated a show on the prosthesis of wounds and prosthesis of World War I called Gold Cassé some years ago. My work around these questions, however, got more and more overtaken by reality. Body modification has become a common practice. Social media and COVID-19 experience have turned so many of us into supposed experts on the body, and identity. Unfortunately, this new expertise has not only produced new sets of liberation, but I will get to that a little later. While my interest in the body hasn't vanished entirely, my recent work is increasingly dominated by concerns about the deformation and decline of memory culture. I became very interested in speculative genealogy embedded within film's historical construction of the past and future. What's particularly fascinating to me in this context is the consistent inaccuracy of these historical pastiches. And yet my focus isn't on whether such constructions are right or wrong, but rather on the inherent beauty and ambition of attempting to create something like an alien time. It's particularly intriguing when when imagining future images, especially in science fiction films, because we have no way of knowing what these futures will be. So we are forced to build substitutes from fragments of our past. Film is crucial for me, not just in terms of time constructions, but also for the way filmmakers quite literally use different distances and perspectives to get coherent form. Wide, expansive views, or total shots, how the film industry calls that, are juxtaposed against close-ups for close shots through macro lenses. This alternating use of different distances is also an important tool for me. My practice follows closely to these principles. It kind of starts with the purchase of old paintings, mostly at auctions. Sometimes small 19th century paintings, sometimes dramatic Baroque battle scenes, and so on and so on. So that's how I usually get them, and you will see some of these paintings later in my talk with a kind of a different neighbors. These paintings are all fairly representative works of a certain milieu and time. Generally good quality, but not masterpieces. So every museum has them, but very few are actually ever shown. One would call them like average antiques. The key distinction between my earlier paintings, mostly portraits, which were also based on old materials, and these newer works, is that the prosthesis paintings are aimed to explore the inner life of their subjects, to mark or help to overcome a deficit, for example. The series I'm talking today about today is, in contrast, expand on a historical idea or myth, interlacing it with other narratives and aesthetics. This actively disrupts the conventional way we perceive historical paintings, thereby intervening in both their constructed historical lineage and their reception. An integral aspect of my process is restoration of historical material. Just as a translator offers the most intimate reading of a text, a painting
finds this reader in the restorer. So no one looks as close to a painting like a restorer, and no one else gets such a deep yet inherently limited understanding of it. This lens, or objective in the cinematic sense, is crucial to my work. The restorational process is my close-up, and it defines the specific distance I place in dialogue with expensive wide-angle perspectives. So I come to that later, the compositional part. So in the studio, we clean and stabilize these old paintings and glue them onto a new blank canvas, sometimes thread by thread. It's a technique actually that comes from the restoration of clothing and fabric. So we kind of mastered this approach. For works on panel, we thin the wooden layer to an absolute minimum and glue and put it on a new canvas. So then the surrounding area is primed in a way whatever matches the original painting. So it's white for these ones, and for Baroque paintings, we of course use red primer. So once the old canvas is fully integrated with the new canvas, I pretend that I'm dealing with a fragment and kind of continue. This small initial painting provides all the technical specifics to do that. So the color palette, we know what kind of brush they used, we have all the information about canvases, plasticity, etc. This is the very beginning of a painting you're going to see later again. And on the right-hand side, you kind of see the first attempt of a compositional part. So for this instance, I was interested in the idea of an echo or double, so a close counterpart indicating a very brief historical separation. Sometimes, however, I juxtapose much larger historical differences. For example, reaching back to evoke new abstract forms from America. Here, a painting by Clyfford Still from 1944, I think. Maybe you notice in the photo, in exhibitions, it's actually quite noticeable how the image suddenly changes when you get close to identifying the street scene in the original painting. So that's the painting in the beginning, and kind of that's the first image of a kind of a finished painting I want to show you. My attention moves beyond the initial motive's literal meaning, so the who is depicted and where it is, but I'm captivated by the painterly world that materializes around it. Its distinctive vibe in kind of contemporary terms. A familiar form, in this case Clyfford Still, abruptly takes on a spatial quality. This transformation is naturally a one-time phenomenon. So when you are far away in a museum and get close, you kind of still identify it as a Clyfford Still. And once you see that there is a kind of, trying not to use this term, but the figurative side, the spatial side of it, the abstract forms suddenly switch into a spatial quality. And it's impossible to unsee or kind of re-abstract its newly formed perception. In this way, the figurative form kind of won and this battle with an abstract form. Or another example, the initial painting here, a small Baroque painting of a hermit, probably St. Paul. And for this image, I built a bridge to two other very different painterly worlds.
Mark Rothko's painting Black on Grey from 1969, and Caspar David Friedrich's Der Mönch am Meer, almost 150 years before the Rothko painting. So that's how it turned out, and the painting combines combines the technical specific of a Baroque painting and kind of aligns it with attributes of a post-war work. And the last jump, and there we'll stop showing specific cases to resist the impression that there's a specific riddle or puzzle to be solved in each work that could be linked back to my process. A late 19th century study of a street scene with a German Neue Sachlichkeit-Bildung, Karl Grossberg from 1930-something, and a Japanese Indo-period sliding door. The painting is still not finished. It might turn out completely well, but that's the stage that it looks right now. You see on the right-hand side the inset of the original street scene, still the underpainting for gilded work, and this is actually the design of that work that is always there before we even touch a brush. So that's how it's supposed to look like. These paintings are not meant to be questionnaires for art history buffs or anticipate AI prompts. Rather, they are images of mourning, and mourning of contextual loss. I truly appreciate that so many people in this festival are concerned with the original and its alternatives, especially since this very teleology is so heavily questioned these days. Of course, as artists and authors, we must worry about royalties and what recent developments of artificial intelligence mean for our integrity and labor. But I'm starting to consider what will happen if we're gonna lose this fight. Who even knows when and how we are defeated? And are the particular agreements that we have now, whether they are legal, historical, or monetary, are truly essential to our ability to create? What would we be willing to accept if these conditions no longer applied? Artists have always found a way to cope with the inherent instability of their lives and have forgone traditional compensation. The harsh realities of the market sadly shatter the dreams of most art school graduates. Yet for the persistent few, the pursuit of art is often fueled by the hope of eventual recognition. The desire to be remembered is arguably as powerful a motivator for creating art as the aspiration for a comfortable life. A future that acknowledges their place in the past. This is, of course, a bit of a narcissistic practice, but one that is much older than today's selfie culture. The younger generation, it seems, has lost faith in the potential of a deep historical lineage, favoring a widespread over a deep spread, a horizontal network of knowledge as opposed to a teleological or linear heritage. The enduring potential of authors is suddenly in doubt. I think the future is going to be most likely post-heroic. And the mournings my paintings should evoke is not the grieving about the heroes of yesterday, but the memory of the work around the work. I don't think that we ever exhaust the supply of images or music. My concern is rather that music and images will become progressively self-referential. They will cease to be windows onto an external world and instead will soon encounter only images that allude to other images and songs that merely echo other songs. This was always apparent in past works, but it could be at least identified.
The problem with work today is that the points of reference either disappear too quickly, so if you look at TikTok trends, and thus don't have the time to be properly embedded in a contemporary consciousness, or that AI-generated images and music harvest material without discretion and sensibility, often leaving no traces of the material they plunder to create ostensibly new media. The communication between epochs and generation breaks down when we lose specific common body of knowledge. There's a parallel between a cultural cross-epoch memory and our communicative memory. That's what typically connects 3 generations. Both levels are experiencing a significant decline in memory. We need unifying songs and images of our past because they point at a specific relationship with previous or distant world models. What if we find ourselves in a world where the present is entirely disconnected from the past? Artists fundamentally remain tied to challenging the unconventional, the poignant, and the daring. Through art, we gain unique vantage points to understand the world. A world that loses touch with diverse biographies and their historical context is destined for either endless consumption or utter oblivion. If we flatten everything, it all becomes uniform and suddenly measurable. And what's more, easily measured than clicks and monetary value. As long as our images and songs still point to something beyond themselves and can be linked to specific cultural groups, different metrics exist. Differences protect us from distance. Thank you.